Alors, ce soir, on est là effectivement pour parler de nettoyage énergétique des pièces, quand, comment, pourquoi. Mais avant ça, quelques mots quand même sur la géobiologie, parce que c'est quand même important, il me semble, que je vous présente un petit peu ce que je fais. Donc la géobiologie consiste à, à se rendre sur un lieu de vie ou sur un lieu de travail et à détecter toutes les nuisances qu'il peut y avoir sur le lieu qui pose problème sur les gens qui y travaillent ou sur les gens qui y vivent. Donc ça peut être d'ordre tout à fait artificiel avec des pollutions liées à l'électricité qui passent dans nos courants chez nous. Ça peut être aussi bien sûr tout ce qui est lié aux hyperfréquences. Il peut y avoir ensuite des phénomènes géotelluriques, donc des phénomènes telluriques, et après des phénomènes un peu plus, on va dire, subtils, liés aux mémoires des lieux et aux présences qui peuvent être aussi sur les lieux. Voilà. Mais cette introduction, elle m'amène aussi à faire un grand bond en arrière pour vous dire que la géobiologie, elle existe depuis très 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 longtemps. De tout temps, les hommes se sont intéressés à leur lieu de vie. Ça fait simplement 1 ou 2 siècles qu'on a perdu un peu cette notion-là. À l'époque des hommes préhistoriques, bien sûr, ils étaient nomades. Donc, ils tenaient compte de l'endroit où ils comptaient s'installer avec l'eau, avec les montagnes, avec les forêts qui les entouraient. Et quand les gens ont commencé à se sédentariser, bien évidemment, ils ont continué à pratiquer de cette manière-là. Donc, ils portaient une grande attention au terrain. Les Romains, d'ailleurs, faisaient paître des moutons pour vérifier l'état du terrain. Et ça a été scientifiquement prouvé quelques temps plus tard que, en analysant les viscères d'un animal, ils étaient capables de retrouver la composition chimique de la terre, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc les Romains faisaient paître les moutons pour savoir si la qualité de la terre était bonne pour s'installer là. Et bien évidemment, en repérant ça, ils prenaient aussi grand soin de regarder où les moutons allaient paître de manière plus importante, parce qu'ils savaient que là, la terre était encore meilleure. Voilà. Et bien évidemment, tout ça avec une rivière à côté, avec des montagnes pas loin, avec une forêt autour, et les gens vivaient, construisaient en symbiose avec la nature qui les entourait. Voilà. Au fil du temps, tout ça, c'est quand même un peu perdu. Alors, au début, les gens ont quand même continué à construire les villages et les villes de manière très ordonnée. L'église n'était pas là, n'était pas posée à cet endroit-là par hasard. La fontaine, qui en général était un lieu de rassemblement, était aussi posée sur un endroit stratégique. Et il y avait toujours dans ces villages ou dans ces villes des endroits un peu sacrés où les gens venaient pour discuter, pour faire des rituels très simples autour de l'eau, autour des rochers, toujours en relation très, 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 très près avec la nature. Et depuis maintenant quelques temps, depuis l'époque de l'industrialisation, c'est allé très très vite et on a perdu un peu toutes ces notions-là pour construire toujours plus vite, toujours plus haut et sans vraiment prêter attention au lieu, à la manière dont on construisait, à l'orientation, à ce qui s'était passé sur le lieu avant, en détruisant même sans doute des endroits qui étaient bons sur le plan écologique et en ne tenant absolument compte de la biodiversité qu'il pouvait y avoir sur le lieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des disharmonies dans les maisons, dans les appartements ou sur les lieux de travail qui peuvent être très perturbants pour les gens et sans savoir pourquoi, ils se sentent mal. Et après avoir fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire sur le plan médical, ils font quelquefois appel à un géobiologue pour venir regarder un peu ce qui se passe chez eux. Et de cette, de cette géobiologie, on va les aider à résoudre, si on peut, bien évidemment, les problèmes qu'ils rencontrent. Avant
de rentrer dans le détail de ces explications, je voulais quand même vous donner quelques explications sur le plan énergétique. Est-ce que, Joachim, tu pourrais me mettre la diapo 3, s'il te plaît? Est-ce que je... Voilà. Donc, on va voir sur cette diapo 3, alors qui n'est pas celle-ci, qui est la suivante. Voilà. Donc, j'espère que vous la voyez en grand. Non, celle d'avant, Joachim, s'il te plaît. Simplement pour résumer le propos que je viens de vous tenir sur la manière dont vivaient les gens, alors c'est un peu caricatural, je vous l'accorde, la manière dont vivaient les gens il y a, il y a, il y a 2000 ans et l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui. On voit là une très très grande différence et qui, bien évidemment, agit forcément euh, sur, sur notre santé, sur notre mental, sans qu'on s'en rende compte quelquefois. Et là, pour continuer dans cette optique-là, sur la diapo suivante, on va voir on vit dans un environnement cosmotellurique. Donc, on est influencé par l'eau, on est influencé par le soleil, par la lune, on est influencé aussi, bien évidemment, par tout le côté tellurique. Donc, j'ai voulu vous présenter cette diapo parce que pour moi, l'influence du soleil et de la lune est quand même très importante. Peut-être et sans doute même que vous avez ressenti les effets d'une pleine lune sur vous ou dans votre entourage, vous en avez entendu parler. Vous savez peut-être moins les effets de nocivité tellurique comme une veine d'eau qui passe sous un lieu de vie ou sous un lieu de travail. Et là, vous pouvez voir l'arbre, la courbure de l'arbre, qui est une courbure liée à une veine d'eau qui passe à côté de l'arbre. Donc l'arbre s'est mis en protection et il a détourné le tronc de la veine d'eau pour pouvoir continuer à pousser. Donc la nature se défend. Et nous, est-ce que nous sommes capables de nous défendre? On doit composer aujourd'hui avec ce qui passe sous nos maisons sans forcément en avoir conscience. L'eau, c'est la vie. Elle va chercher l'information. Toutes nos cellules vont capter l'information de l'eau. Et j'ai voulu mettre cette femme enceinte pour essayer de vous sensibiliser au fait que les hyperfréquences qui passent dans nos téléphones portables, qui sont souvent sur nous quand on se déplace, véhiculent en permanence une information dont on n'a pas conscience puisque on pense que le portable est éteint, mais si la 4G, si les connexions de données ne sont pas coupées, l'information continue à circuler. Et cette information, je pose la question régulièrement dans ces conférences que je donne, c'est quelle influence cette information elle a sur les cellules de l'eau que nous avons dans le corps, puisque nous sommes composés à 70% d'eau. Alors, je n'ai pas la réponse scientifique, mais je me pose la question et je fais attention à ce que je fais avec mon téléphone et les connexions de données pour éviter, à mon insu, il me semble, de me faire influencer, ce qu'on pourrait dire manipuler, je ne sais pas. En tout cas, c'est la question que je me pose avec avec toutes ces hyperfréquences-là qu'on a sur les téléphones portables et le fait que les cellules captent l'eau, l'eau l'eau qu'il y a dans le corps capte les informations et on va le voir dans la diapo que j'avais préparée suivante avec les travaux qui ont été faits par Emoto, controversés certes, mais ça parle quand même et on pourra faire d'autres exemples.
si vous le souhaitez. On pourra donner d'autres exemples où on voit que les cristaux de l'eau, alors c'est celle d'après Joachim, voilà, c'est celle-ci. Donc ça, je l'ai pris dans un bouquin des motos, où il a donné donc une information, voilà, où il a donné une information à l'eau avec des mots, donc amour, etc., et des mots un peu plus violents. Et donc il a laissé ces mots collés aux bouteilles pendant quelques temps. Et ensuite, il a analysé les cristaux, les cellules de l'eau dans chacune des bouteilles. Et on voit ici le résultat que ça peut donner avec des, des beaux mots et des mots un peu plus violents. Voilà. Donc, c'est aussi une interrogation. Ça amène aussi cette interrogation sur qu'est-ce qui se passe en nous avec toutes les informations qu'on reçoit aujourd'hui. Voilà. D'où la vigilance que je porte tout particulièrement à ceci. Voilà. Et puis, avant de rentrer dans les nuisances que l'on retrouve chez nous, je voulais quand même vous présenter la diapo suivante, qui est la diapo numéro 7, qui est une diapo où j'ai mis différentes choses. Donc, c'est la suivante. Voilà. On va retrouver un tableau, une danseuse, des fleurs dans une montagne, un plat, une maison, un bol tibétain et une pensée. Alors, on ne pourra pas interagir, mais je vous pose quand même la question, quel est le point commun entre toutes ces photos que j'ai mises sur ce transparent? Eh bien, la réponse, elle est très simple, c'est que tout est énergie. Donc, tout ce que l'on fait véhicule de l'énergie. Une pensée, ça envoie de l'énergie dans l'univers. Un tableau, les formes, les couleurs rayonnent et ça envoie de l'énergie. Un corps qui bouge, c'est un corps qui est en énergie. Des plantes qui poussent, ça amène de l'énergie, ça véhicule de l'énergie. Un beau plat bien préparé, c'est de l'énergie qu'on va absorber. Et une maison harmonisée, elle est aussi remplie de belles énergies. Donc tout ce qu'on fait véhicule de l'énergie. Et bien évidemment, on va essayer de faire des actions positives pour essayer de véhiculer, d'envoyer une énergie toujours positive, en sachant que tout ce qui est positif envoie du positif et tout ce qui est acte négatif envoie de l'énergie négative. Et vous le constaterez, vous le constatez, vous, en ce moment, peut-être, sur tout ce qui nous entoure. Et peut-être que vous sentez de la lourdeur, du mal-être, avec toute l'énergie négative qui nous est envoyée à longueur de journée depuis déjà quelques temps. Et on retrouve ces énergies négatives dans les maisons, dans les appartements, dans la rue, puisque on peut se promener dans les rues et prendre quelques temps pour observer ce qui se passe autour de nous, essayer de se connecter un peu à son ressenti. Et on a vite fait de voir si on est entouré de gens qui véhiculent une belle énergie ou si on est entouré de gens qui sont un peu plombés par ce qui se passe actuellement. Le constat peut être fait de manière assez rapide. Voilà. Donc voilà pour vous parler un petit peu de tout ce qui englobe le travail qu'on peut faire quand on veut nettoyer une pièce ou nettoyer une maison. On englobe toute la partie énergétique qui nous entoure, tous les phénomènes cosmotelluriques et tous les phénomènes de pollution électromagnétique artificielle qui nous entourent également, dont on n'a pas conscience
sur, encore une fois, nos lieux de vie et sur nos lieux de travail. On n'en a pas conscience, mais c'est pas parce qu'on sent rien qu'il ne se passe rien. Et très régulièrement, je suis appelé pour des problèmes d'insomnie, des problèmes de gens qui sont malades, des gens qui se sentent pas bien chez eux, qui ont du mal à s'approprier leur lieu de vie ou leur lieu de travail. Des gens qui nous appellent parce que la maison a un passé, ils sont au courant de ce qui s'est passé dans la maison, ils veulent effacer ce passé et, ils n'ont pas les outils nécessaires pour arriver de manière suffisamment puissante à enlever toutes les mémoires incarnées qu'il peut y avoir sur le lieu. On peut aussi intervenir sur des lieux où les animaux se sentent pas bien, puisque les animaux sont très sensibles, voire plus sensibles que nous. Et les chevaux, par exemple, dans des box avec des réseaux telluriques qui passent sous les box, très très vite, vont se sentir mal dans le box et vont pas supporter, vont se mettre à ruer, etc. etc. Et souvent, on retrouve des moellons cassés dans les box des chevaux parce qu'ils se sentent tellement mal avec tous ces rayonnements telluriques qu'il y a à l'intérieur de la box qu'ils mettent des grands coups de sabot dans les moellons pour essayer d'appeler au secours. Voilà. Donc aujourd'hui, dans certains endroits, ils ont réglé le problème, ils ont fait des moellons pleins, donc comme ça, les chevaux gardent leur mallette, mais ils ne cassent plus les moellons. Et on intervient aussi beaucoup sur des enfants qui dorment mal, parce qu'ils sont aussi beaucoup plus sensibles que les adultes et au rayonnement cosmotellurique et à tout ce qui peut se passer. Et ils ont aussi une subtilité qui leur permet de ressentir certaines choses que nous, adultes, nous ne ressentons pas forcément, ou de sentir certaines présences. Et, et là, il faut qu'on intervienne pour essayer de faire quelque chose pour ces enfants. Et donc, bien évidemment, vous, à votre niveau, vous pouvez déjà, chez vous, commencer à faire un travail sans que nous ayons à intervenir. Alors, on va commencer par les pollutions électromagnétiques artificielles. Et là, Joachim, si tu veux bien mettre la diapo numéro 8, s'il te plaît. Voilà, celle qui vient derrière. Voilà. Cette diapo qui reprend. Alors, excuse-moi, je vais rester juste quelques instants sur cette diapo. Je l'avais oubliée, celle-là. Excusez-moi. Voilà. Pour rester sur ce que je vous disais, sur cette interconnexion qu'il y a entre nous et l'énergie qui nous entoure, voilà quelque chose c'est une diapo qui résume bien ça. Chacun a une conscience, que ce soit les animaux, les arbres, les maisons, nous, les humains. Ensemble, il y a un inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, il est alimenté parce que nous véhiculons, parce que nous faisons au quotidien dans nos actes. Donc, bien évidemment, plus on fera des choses positives, ce qui est en train de se passer, puisque il y a le côté un peu sombre avec nos gouvernants, mais il y a plein de choses positives, heureusement, qui sont en train d'émerger et qui font que cet inconscient collectif grossit et va amener des choses très positives pour notre planète. Et la diapo suivante, donc, qui revient à nos pollutions électromagnétiques, c'est simplement une petite fiction sur quelqu'un qui se réveille le matin et qui, avec son téléphone portable, bien sûr, qui est toujours connecté et qui est resté connecté toute la nuit,
Donc, il va allumer sa lampe de chevet, il va récupérer son PC portable ou, bien évidemment, aujourd'hui, sa tablette qui est sur la table de chevet, qui est connectée en Wi-Fi, bien évidemment. Et donc, tout en se dirigeant vers la cuisine, il va se connecter à ses réseaux, il va regarder les mails et il va rester connecté pendant tout le temps où il déjeune et pendant toute cette journée. En fait, la journée n'a pas encore commencé, que la personne vit dans un environnement électromagnétique qui a déjà commencé et qui est super polluant pour lui. Voilà. Cette fiction, c'est pas tout à fait une fiction. Je ne l'ai pas mis là par hasard. Et en fait, donc on peut revenir, si tu veux bien, Joachim. En fait, cette fiction, c'est une réalité, c'est un exemple que j'ai pris de. C'est un exemple que j'ai pris d'une personne chez qui je suis intervenu, chez un jeune qui avait 33 ans, qui était suivi par la clinique du sommeil de Grenoble et qui prenait 3 grammes de mélatonine tous les soirs. Et ce que j'ai écrit là, c'est l'histoire qu'il m'a racontée. Et nous avons fait un travail très simple de vérification de toutes les pollutions liées à son électricité sale, c'est-à-dire aux 50 Hz qui passaient autour du lit. J'ai vérifié sa tension induite électrique quand il était allongé sur son lit, puisque je vous rappelle que les anciens, ils nous disaient que pour bien dormir, il fallait être connecté à la Terre. Connecté à la Terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la tension induite électrique qu'on a à l'intérieur du corps soit ramenée le plus près possible de zéro. Et là, on va être dans des conditions optimales pour dormir. Sinon, on monte en voltage et on est une pile. 6 volts, 12 volts, allongé sur un lit. Évidemment, on dort, mais le lendemain matin, quand on se réveille, on a des grosses poches sur les yeux et on se demande pourquoi on est fatigué alors qu'on a bien dormi. C'est tout simplement peut-être parce qu'on a 12 volts de corps qui se baladent toute la nuit pendant qu'on dort. Et c'est tout à fait ce qui se passait pour mon jeune là. Il avait 12 volts et des poussières de tension induite électrique. Euh, il dormait avec bien évidemment la tablette à côté, donc le Wi-Fi branché. Il dormait avec le téléphone connecté à la 4G qui restait allumé toute la nuit. Et ça, c'était l'environnement de sa chambre. On a fait un gros travail donc, sur toutes ces nuisances-là. J'ai travaillé un peu énergétiquement, j'ai déplacé le lit, j'ai fait un peu de nettoyage. Et quelques temps après, il a arrêté de prendre de la mélatonine et il a retrouvé le sommeil. Et ce qui m'a fait le plus plaisir dans ce travail que j'ai fait pour ce jeune, c'est que quelques temps après, je l'ai revu et il m'a dit, mais tu sais que tu as changé mon mode de vie. Alors j'étais surpris, je lui ai dit, tiens, un jeune de 33 ans, j'ai changé son mode de vie. Et je lui ai dit, mais pourquoi je t'ai changé ton mode de vie? Eh bien, il me dit, j'ai écouté tes conseils, j'ai débranché mon Wi-Fi, j'ai la nuit comme j'ai plus de catch. Pascal, est-ce que tu m'entends? Nous sommes en train de te Oui, perdre. oui. Là, il n'y a plus de vidéo et le son est haché. Est-ce qu'il y a eu un changement? Vous entendez bien? Non, rien. Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui sont restés? Parce que là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient arrivés. Est-ce qu'il y a des gens qui Oui. ont laissé les caméras ou... Non, c'est bon là. Là, on t'entend. Vas-y, reparle un peu. Ok. Alors, vous m'entendez là? Oui, nous t'entendons, mais il n'y a plus de son. Il n'y a plus d'image, pardon. Je vais essayer de faire une manipulation. 2 secondes, hein. Oui.
Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, tu peux continuer, tout est parfait. Ok, super. Alors, juste pour finir, donc mon exemple de jeune, euh, il m'a expliqué que j'avais changé son mode de fonctionnement, et notamment enfin, quand il était chez lui, puisqu'il n'avait plus les connexions de données, puisqu'il avait tout mis en Ethernet. Et donc, le matin, quand il se levait pour prendre son petit déjeuner, bah, il regardait son bol et il regardait ce qu'il était en train de manger. J'ai trouvé ça super. Et je trouve que c'est un bel exemple qu'on devrait tous suivre pour faire baisser le niveau des nuisances électromagnétiques qu'on a autour de nous, dans nos appartements, sur nos lieux de vie. Donc, une des premières choses que je demande aux gens quand j'interviens et que je vous propose de faire si vous ne le faites pas déjà, c'est que le soir, coupez les connexions de données de votre téléphone. Si vous avez du Wi-Fi, coupez votre Wi-Fi. Et si autour du lit, vous avez des rallonges, des lampes de chevet proches de votre tête, je vous invite à acheter une petite multiprise comme celle-ci, avec un bouton pour couper, de brancher vos lampes de chevet là-dessus. Et quand vous éteignez la lumière, vous ne coupez pas à l'interrupteur de la lampe, vous coupez ici. De cette manière-là, vous supprimez toutes les nuisances liées à la lampe de chevet qui rayonne souvent en permanence autour de votre tête pendant que vous dormez. C'est des choses très simples, mais très efficaces. Et ça ne demande pas un très très gros investissement. Donc je vous invite vraiment à, prendre une grande attention à l'endroit où vous dormez, sur toutes les nuisances liées à l'électricité qui passe dans vos murs et, aux hyperfréquences que vous pouvez utiliser pour vous réveiller ou pour, pourquoi pas, lire le soir sur la tablette des trucs connectés. Tout ça, il faut arriver à le supprimer pour avoir quand même une meilleure qualité de sommeil. Voilà. Et aujourd'hui, les pollutions électromagnétiques, ça représente quand même un très très gros pourcentage de, 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 de mal-être que l'on peut retrouver chez les gens à leur insu. Les migraines, beaucoup de migraines aujourd'hui viennent de ça. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Beaucoup de gens sont électrosensibles aujourd'hui, et avant d'en arriver à détecter le fait qu'ils soient électrosensibles, on leur a dit médicalement des tas de choses, qu'ils étaient dépressifs, que c'était lié à des migraines, à des vertiges, etc. Et en finalité, quand ils ont fait le tour de tout, ils arrivent à trouver, tant bien que mal, qu'ils sont électromagnétiques. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, dans un contexte qui ne va pas aller en s'arrangeant, puisque je ne vais pas vous faire ce soir une conférence que sur ce domaine, mais la 5G, les effets du Linky viennent rajouter en plus des nuisances à tout ça. Donc voilà le volet électromagnétique artificiel que je voulais aborder avec vous. On va maintenant je vais maintenant vous parler de toutes les nuisances liées à tous les courants telluriques qu'on peut avoir sous nos habitations ou sous nos lieux de travail et qui influencent aussi sur la qualité de notre sommeil, mais de manière générale sur la qualité énergétique de la maison et sur les maladies qui peuvent se déclarer suite à ce qu'on a sur le plan tellurique qui remonte dans nos maisons ou nos appartements. Donc, vous avez vu tout à l'heure que l'arbre qui avait pris une grosse courbure pour se protéger, je vous ai dit qu'il était sur une veine d'eau. Cette veine d'eau peut passer sous les habitations, remonte à la surface. Alors, quel est le phénomène? Il est très simple. Hein. L'eau naturelle et courante frotte sur de la roche, sur de la pierre, sur du gravier. Ce frottement déclenche un champ électrique.
Ce champ électrique déclenche du magnétique, le magnétique remonte, rien ne l'arrête, et il va venir créer une dégradation du biochamp, de votre biochamp ou du biochamp qu'il y a chez vous. Et de la même manière, la faille peut avoir une baisse de la biovitalité qui peut aller de 30 à 50% sur l'appartement, sur la maison ou sur les humains. Donc il faut réduire cette nuisance-là. Si on peut pas, on peut déplacer les lits. En tout cas, il faut faire quelque chose pour dormir, encore une fois, puisque c'est la chambre à coucher, le premier endroit où on se rend pour regarder un peu dans quel environnement dorment les gens, pour essayer de mettre les gens dans des conditions optimales, déjà pour dormir, et ensuite dans le reste de l'appartement. Donc les courants telluriques, c'est aussi, Ernest Hartmann avait trouvé ça dans les années 50, donc c'est un Allemand, géobiologue, qui a beaucoup travaillé sur les réseaux liés aux minéraux qu'on a sous nos pieds, et s'est aperçu que le nickel, qui fait partie des matériaux avec le fer qui composent le noyau central de la Terre, le nickel, en fait, avait le magnétique qui remontait du haut nickel, créé un quadrillage planétaire qui fait 2 mètres nord-sud, 2 mètres 50 est-ouest, et ce quadrillage planétaire, avec des murs d'à peu près de 21 cm, s'entrecroisent bien sûr, nord-sud, est-ouest, et sur les nœuds, ce qu'on appelle les nœuds Hartmann, il vaut mieux ne pas dormir. C'est des nœuds qui sont géopathogènes. Pas mal de géobio ont fait des études là-dessus, et on peut trouver des maladies assez graves qui peuvent se déclarer sur ces nœuds-là, quand les gens, je reviens toujours à la chambre, mais dorment en permanence sur ce nœud Hartmann, on peut déclencher des maladies graves. J'ai pu l'expérimenter moi-même sur une maison où les anciens propriétaires avaient développé des maladies très graves, et les nouveaux occupants avaient posé le lit exactement au même endroit, et ils avaient une personne qui dormait sur ce nœud Hartmann avait redéveloppé les mêmes symptômes. Voilà. Donc, on prête très attention à ce qui se passe sur le plan tellurique dans les habitations pour essayer de réduire au maximum ces nuisances pour que vous soyez dans des comment dire, dans des conditions optimales de vie dans vos lieux, dans vos maisons, dans vos appartements, ou aussi sur les lieux de travail, puisque je suis appelé à travailler sur les lieux de travail. Voilà. Bien évidemment, il y a des échanges cosmotelluriques qui se font, et on peut aussi trouver des phénomènes qui descendent. Les quid des blocs de tourmaline me dit les blocs de tourmaline vont effectivement protéger, on y viendra un peu plus tard. J'ai vu passer tout à l'heure une question sur les mémoires et les entités. Pour moi, les mémoires et les entités, c'est deux choses bien différentes. Les mémoires sont pour moi liées à la mémoire du lieu. Cette mémoire du lieu, elle existe depuis que le lieu a été construit, voire bien avant, puisque il peut s'être passé sur le lieu des choses avant qu'on mette le bâti. Donc ces mémoires, elles sont ancrées sur le lieu. Je pense que vous êtes tous rentrés dans un lieu de vie ou dans un endroit où tout de suite vous vous êtes dit je me sens pas bien. Il se passe des trucs ici, je me sens pas bien. Voilà. Et donc vous avez qu'une envie, c'est de sortir. Voilà. Il y a des fortes chances pour que vous ayez rencontré un lieu où il y a sans doute eu des choses qui se sont passées nocives. Ça a ancré le lieu, et les mémoires sont restées sur le lieu. Voilà. Donc tout ça, encore une fois, c'est des choses qu'il faut détecter et qu'il faut faire partir. Donc à votre
à votre niveau à vous. Ce que vous pouvez déjà mettre en œuvre, c'est bien sûr, je le redis, tout ce qui est électromagnétique. Donc, puisque ça, c'est vraiment vous et vous seul qui devez le faire. Moi, quand je vais dans une maison où je touche à rien de ce côté-là, j'explique aux gens ce qu'il faut faire. Une fois que je suis parti, ils le font, ils le font pas. C'est de leur ressort. Mais ils savent ce qu'il faut faire. Donc, je vous invite vraiment à veiller à tout ça. Ensuite, effectivement, on peut poser des blocs de tourmaline, on peut poser des cristaux de quartz, on peut poser euh, des, des, des- des lampes de l'Himalaya, enfin, on peut poser tout un tas de processus pour commencer à travailler sur euh, l'énergie de notre lieu. Mais il me semble que quand on fait ce type d'action, on doit se mettre en connexion avec le lieu. Donc, on va pas poser, on va pas aller à l'heure du temps, acheter de la tourmaline ou acheter une pierre une lampe là j'ai perdu le mot, mais de l'Himalaya, et la poser comme ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut y mettre des intentions. Donc, pourquoi vous voulez acheter cette tourmaline ou d'autres pierres, etc. Ou pourquoi vous voulez faire brûler de l'encens, euh, pourquoi vous voulez mettre une lampe de l'Himalaya. Tout ça doit être fait en conscience et avec des intentions. Parce que, de mon point de vue, si on n'y met pas d'intention, les effets sont beaucoup moins efficaces. Et comme le dit Castaneda dans un de ses bouquins, il faut nous dégourdir. Quand il dit il faut nous dégourdir, ça veut dire qu'il faut qu'on essaye d'ouvrir notre ressenti le plus possible pour essayer de savoir quelle influence vont avoir tous les actes qu'on va faire chez nous. Vous pouvez par exemple prendre un bol tibétain, faire soit sonner le bol tibétain ou soit créer un mouvement pour un son, pour diffuser un son. Ensuite, vous allez faire les rituels que vous avez envie de faire. Vous allez par exemple ouvrir grand les fenêtres, vous mettre dans chaque angle de votre appartement ou de votre maison un truc très simple. Vous refaites circuler l'énergie en tapant des mains dans tous les coins de la maison. Vous allez faire recirculer toute l'énergie de votre maison de manière très simple. Et quand vous avez fait ça, vous reprenez votre bol tibétain et vous le refaites sonner, ou vous le refaites vibrer. Et là, vous allez peut-être voir la différence qu'il y a entre la vibration ou le son que votre bol avait avant que vous commenciez à faire ce travail et le son du bol qui sera peut-être beaucoup plus cristallin quand vous aurez fini de faire votre travail. Ce petit exercice-là, vous pouvez aussi le faire sans bol tibétain, de manière très simple, en essayant vous-même de vous connecter au lieu, de prendre un moment, de respirer, d'être bien ancré dans votre appartement ou dans votre maison. Vous pouvez même faire le tour de votre maison ou de votre appartement. Et avec une main, vous passez le long des murs juste pour vous imprégner de l'énergie du lieu. Et vous faites le tour de la pièce comme ça, et ensuite vous ramenez cette énergie à vous. Vous allez faire un travail
énergétique avec un bol, avec les mains, en posant une tourmaline ou une autre pierre que vous aurez choisie, en y mettant des intentions, toujours des intentions. Reprenez un moment après pour respirer, refaites le tour de la pièce et retestez l'énergie de la pièce. Vous allez voir, c'est simple, mais c'est, j'allais dire magique, mais moi je suis toujours émerveillé par ce qu'on peut faire avec finalement si peu de choses, avec ce que nous dégageons nous-mêmes déjà, puisque nous sommes nous-mêmes une énergie en mouvement. Donc on peut, par le mouvement, dégager une onde de forme. Et si vous y mettez des pensées positives, l'onde de forme que vous émettez envoie des pensées positives autour de vous. Donc ne vous privez pas de faire ça dans toutes les pièces de votre appartement. Si vous savez manipuler le pendule et que vous savez mesurer un taux vibratoire, eh bien, mesurer le taux vibratoire du lieu avant de faire ces petits rituels et mesurer le taux vibratoire du lieu après l'avoir fait et vous vous rendrez compte de la différence par vous-même, de manière très simple. Et vous pouvez tester pièce par pièce et de manière globale. Donc, de manière globale, vous allez chercher un endroit chez vous que vous connaissez sans doute, un endroit où vous vous sentez plus particulièrement bien. C'est ce qu'on appelle en géobiologie une fourchette d'harmonie, l'endroit où on sent le mieux. On va se poser à cet endroit pour se régénérer et pour demander l'information de l'ensemble du lieu. De là, vous avez la globalité, vous pouvez tester l'énergie du lieu. Ensuite, vous allez faire la même opération pièce par pièce. Vous allez tester l'énergie du lieu avec un bol, avec des pierres, avec ce qui vous parle finalement, avec vous-même, voilà, avec votre ressenti. Donc, avant et après avoir fait le travail. Donc, si vous savez manipuler le pendule, prendre un taux vibratoire, vous pouvez utiliser cette technique-là et vous verrez les effets de tout ce que vous aurez fait. Voilà. Une des propriétés aussi que vous pouvez utiliser sur l'énergie qui circule et sur peut-être aussi le travail lié aux entités, c'est utiliser de l'encens. Alors moi, j'utilise de la chose blanche trempée dans du sang du dragon, mais il y a des tas d'autres encens de purification. Il y a l'encens pontifical, il y a l'encens, il y a des tas d'autres encens. Voilà. Mais Joachim et Sonia sont bien meilleurs que moi sur ces sujets-là, et je leur fais complètement confiance pour utiliser ça. Le mode opératoire, pour moi, avec les encens, il est toujours le même, qu'avec les pierres, qu'avec tout objet, qu'avec les bols tibétains que vous utilisez. Le mode opératoire, c'est je ne mets pas de l'encens pour que ça sente bon. Je mets de l'encens pour qu'une action se réalise. Donc, je vais trouver le meilleur endroit pour poser mon encens. Si chez moi, je me suis fait un petit hôtel et que c'est le meilleur endroit, eh bien, je vais poser mon encens à cet endroit-là. Mais pourquoi je fais brûler de l'encens? Quel est le but? Et donc, quand je vais déclencher le mode opératoire que je demande, puisque je fais une demande à l'encens, je vais y mettre les intentions que je dois y mettre. Donc, quand on est toujours dans le même principe, on est toujours dans le même mode opératoire, quand on va travailler avec des pierres, quand on va travailler avec de l'encens, quand on va travailler avec un bol, quand on va travailler avec tout autre objet sur le plan énergétique, on doit savoir pourquoi on le fait, quand est-ce qu'on le fait et comment on le fait. Donc, on va pas. Donc, une fois qu'on sait pourquoi on va le faire,
quand est-ce qu'on le fait? On va sans doute pas le faire un jour où on ne se sent pas bien, où on a une énergie qu'on sent basse. Même si on devrait le faire à ce moment-là, peut-être que ça nous ferait remonter en énergie, mais on va essayer de trouver la bonne lucarne de tir pour que l'énergie qu'on va mettre dans l'acte que l'on va faire envoie du positif. Donc, si on ne se sent pas bien, on va peut-être commencer par faire un petit travail sur soi de respiration, de recentrage. Et une fois qu'on sent que le mental s'est calmé, que la respiration s'est apaisée, on a, si nécessaire, écrit les intentions qu'on a envie d'envoyer pour que les mots soient justes, puisque tous les mots sont importants. Quand on fait une demande, il faut qu'elle soit la plus précise possible. Et une fois qu'on a écrit, si nécessaire, les intentions qu'on a envie d'envoyer, on va utiliser ce même mode opératoire. Quand j'utilise de l'encens, je demande à l'encens que j'allume de réaliser la tâche que je lui demande de réaliser. L'intention que vous avez mise dans cette demande a déjà commencé à travailler. Et je vous invite régulièrement, quand vous mettez une pierre en marche, quand vous travaillez avec de l'encens, quand vous travaillez avec le bol, de régulièrement vérifier que le travail que vous avez demandé est en train de s'accomplir. Donc on reste connecté encore quelque temps à l'acte qu'on a envoyé dans la pièce, qu'on a envoyé dans la maison, qu'on a envoyé dans ce qui nous entoure. On reste connecté quelque temps, pour bien vérifier que ce qu'on a mis en œuvre fonctionne. On ne prend pas le temps de tourner sans, on le met en marche et puis on part faire les courses, quoi. On attend un peu, on voit ce qui se passe. Alors, OK pour moi, pour qu'on ouvre effectivement les micros, effectivement, il est déjà pratiquement 8 heures. Je vais donner la parole à tous les participants. Si vous Oui. avez des questions, vous les posez en direct. S'il vous plaît, une seule personne à la fois. C'est parti, posez vos questions à Pascal. Pour faire cela, il faut que vous activiez vous-même vos micros. Bonjour. Bonjour. J'avais juste une question. Bonjour, je m'appelle Fanny. Bonjour Fanny. Je voulais juste savoir qu'on fait aussi des soins pour d'autres personnes, des soins de massage, etc. Comment on peut aussi se nettoyer après ces séances-là, déjà soi-même aussi? D'accord. Alors, pardon? Non, j'ai rien dit. Allez-y. D'accord. Alors, déjà, peut-être que quand vous faites des soins, avant de commencer à travailler, vous vous êtes mis dans certaines conditions pour travailler, j'imagine, surtout si vous faites du massage ou des soins énergétiques. Oui. Ça, c'est la première chose. Voilà. Ensuite, pendant tout le travail que vous allez faire sur vos patients, j'imagine que vous êtes toujours connecté à ce qui se passe et vous avez le ressenti de tout le travail que vous êtes en train de faire sur la personne que vous massez ou que vous soignez, et aussi de ce qui peut se passer sur vous pendant que vous êtes en train de faire le soin ou que vous êtes en train de masser. Oui, c'est ça. Ça, c'est évidemment super important parce que
Des fois, quand on sent certaines choses, il vaut mieux enlever les mains 30 secondes pour laisser les choses retomber. Et à la fin, ce que vous pouvez faire de plus simple, c'est déjà de trouver un endroit qui soit propre sur le plan électricité, pour essayer de vous reconnecter le plus possible à la Terre et demander, parce que toutes les négativités que vous avez pu recevoir repartent. Alors moi, j'ai une formule qui m'est perso, mais vous pouvez adapter la vôtre. Moi, je demande que toutes les négativités qui repartent, que toutes les négativités repartent dans le feu de la Terre et qu'elles soient transmutées. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je l'ai fait redescendre sur le plan tellurique, dans le feu sacré de la Terre au centre, et je demande qu'elle soit consumée et transmutée en énergie positive pour moi, et puis après, pour les gens qui m'entourent, etc., etc. Donc, je renvoie. D'accord, ok. D'accord. Quand on renvoie à la Terre a l'habitude, puisque comment dire, si on lui demande, elle est capable de consommer, de transmuter. Ok. Comment dire, on la pollue pas plus qu'elle n'est polluée. Voilà, on lui fait pas de mal. Voilà. D'accord, ok. Ça marche. Voilà. Testez, vous verrez. Faites-moi un petit retour. Oui, avec plaisir. Oui, je faisais Voilà, surtout du lavage des mains, des choses comme ça, un peu voilà, d'encens. lavage des mains, bien sûr. Ah oui, ça c'est bien sûr la base. Moi, je pars sur le plan Oui, oui. comment se nettoyer un peu, vider tout ce qu'on a pu accumuler pendant le soin ou pendant le. Oui, oui. D'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas. Et c'est important, ce que vous pouvez faire aussi avant, et ce qui me paraît aussi fondamental dans des soins, dans des massages ou dans tout ce qu'on fait sur le plan énergétique, c'est d'avoir un bon alignement sur le plan cosmotellurique. Ça veut dire que vous devez être ancré dans la matière, vous devez être bien sur le plan énergétique et vous devez, sur le plan psychologique et plus haut, être aussi complètement aligné. C'est-à-dire vous devez avoir, j'aime bien présenter ça de cette manière-là, imaginez que vous avez une échelle de moins 50 à plus 50. Vos trois plans, matière, énergétique et psychologique et spirituel, donc psychologique et spirituel, je le mets ensemble, sont quelquefois dissonants. C'est-à-dire vous avez, je donne toujours des valeurs, moins 30 sur le plan matière, on est un peu, on n'a pas la pêche, on n'est pas très bien. Mais par contre, c'est pas parce qu'on n'a pas la pêche, des fois, on a comment dire, des excès d'énergie qui nous plombent aussi sur le plan de la manière dont nous sommes. Et ça influe sur le plan psychologique. L'idée de départ, avant de travailler, c'est d'essayer d'être aligné sur ces trois plans-là, matière, énergétique et psychologique, pour être une sorte. On est des antennes, hein. Donc il faut qu'on soit, quand on fait des soins ou qu'on fait du travail de géobiologie, qu'on fait un travail énergétique pour soi, chez soi, dans tout ce qu'on fait, on doit être le plus aligné possible sur ces trois plans-là. Et quand on est aligné possible sur ces trois plans-là, on a une puissance. Oui, un bon récepteur. Voilà, on est un très bon récepteur, exactement. Okay. Et on est en capacité de donner sans que ça nous influence trop sur le plan nous énergétique. Oui, 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 d'accord. Vraiment le canal, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, okay. Merci beaucoup en tout cas. Merci, de rien, avec plaisir. Merci. Une question écrite, Pascal. Qu'en est-il des appartements en hauteur, en étage, pour l'influence des réseaux telluriques? Alors, merci de cette question. Le magnétique traverse tout. Donc, même si vous habitez au 10e étage, je vais retrouver les veines d'eau, je vais retrouver les failles et je vais retrouver le réseau Hartmann. Simplement, le métal qu'il va y avoir dans le béton va déformer les réseaux. Et donc, je ne vais pas forcément les retrouver en appelant
de ce qu'ils sont au départ quand ils partent de la Terre. Mais on va les retrouver. Et donc, il faut aussi traiter ça. Est-ce que j'ai répondu correctement à la question là, pour la personne qui l'a posée ou... Je ne sais pas, a priori son micro est coupé. Je ne sais pas. D'accord. Une En autre tout cas, question? on les retrouve, on les retrouve, ça c'est sûr. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Sophie. J'aurais donc une question qui m'est arrivée très récemment. J'ai dû retirer mon offre sur une maison après avoir su qu'elle avait été construite sur une nappe phréatique. En fait, ils ont, comment dirais-je, ils ont capté toutes les sources environnantes. Le terrain était légèrement en pente et ils ont créé en fait une nappe phréatique pour les bornes à incendie pour les pompiers. Et il y avait la borne incendie qui était au bout du terrain. L'agent immobilier m'avait simplement dit écoutez, vous faites attention à votre haie, vous la taillez bien pour que ça soit accessible pour les pompiers. Et depuis le départ, la maison était magnifique. Je me suis laissée un peu enthousiasmer par l'aspect esthétique de la maison, on va dire ça comme ça. Et puis dans le sous-sol, il y avait une arrivée d'eau qui était là. Et l'agent me dit mais vous savez, il n'y a plus rien qui coule, la source est tarie, d'ailleurs la voisine, son puits a été bouché. Voilà, bon, le voisin avait une grave maladie, le propriétaire avait une grave maladie. Et lors de la deuxième visite, je me suis dit, mine de rien, je vais quand même calculer le taux vibratoire de la maison. Voilà, ça me tracassait. J'ai dit, voilà, j'ai pas sorti le pendule parce que voilà, je pouvais pas. J'avais un collier, un très très grand collier. Je me suis servi de manière très négligemment, comme ça. Voilà. Bon. Et à mon grand étonnement, et c'est ma question, j'y viens. À mon très grand étonnement, la maison vibrait d'une manière positive. C'est-à-dire qu'en unité bovie, j'étais à 9000, 10 000, bon, ça allait. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Bon, évidemment, j'ai retiré mon offre. J'étais allée jusqu'à faire une offre. Hein. J'ai retiré mon offre après. Parce que le cerisier avait une protubérance énorme, parce que voilà. Bon. Après, tous les signes viennent, mais je voulais savoir comment c'était possible d'avoir quand même un taux vibratoire de la maison en tant que telle qui n'était pas mauvais en soi, alors qu'elle avait été bâtie, peut-être pas à l'origine sur une nappe phréatique, puisque l'eau devait circuler, mais là, l'eau ne circulait plus, elle avait été captée en vue. Voilà. Comment c'est possible, ça? Alors, 9000 unités bovis, c'est effectivement un taux vibratoire aujourd'hui qu'on considère normal, mais ce n'est pas non plus la panacée. Hein. On est très loin de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on peut faire. Simplement, en fait, ce taux vibratoire-là, c'est le taux vibratoire d'une personne ou d'une maison dans laquelle on l'a construite sur un endroit qui était pas trop mauvais au départ. On n'a rien fait dedans sur le plan énergétique et la maison, elle a 9000 unités bovis parce que elle vit comme tous les humains, enfin comme beaucoup d'humains vivent avec 9000 unités bovis. Voilà. L'eau, elle peut avoir une influence sur certaines parties de la maison. Donc, ça dépend où est-ce que vous avez mesuré le taux vibratoire. D'accord. Parce que si vous l'avez mesuré à l'aplomb d'une veine d'eau, je pense que vous n'alliez pas trouver 9000. Oui, c'est ça. Mais si vous l'avez mesuré à un endroit qui était un peu éloigné de la veine d'eau, le taux vibratoire, il était pas mal. C'est pour ça que ce que je vous expliquais tout à l'heure, moi, je prête un soin, mais vraiment super important, à mesurer le taux vibratoire dans toutes les pièces des maisons sur lesquelles j'interviens,
parce qu'il peut y avoir des différences énormes et c'est une indication de la santé de la pièce qui, pour moi, est super importante parce que ça m'indique qu'il y a un problème encore plus important que ce que je peux avoir dans la maison. Toujours. D'accord. Donc, il faut vraiment prendre le taux vibratoire comme ça et se dire, bah, tiens, il est à 9000, il est pas mal. Si on est sur un endroit qui n'est pas trop mauvais dans la maison, on peut avoir 9000 unités Bovis, quoi. Mmh. Mmh. Et ça ne veut pas dire que le taux vibratoire de la maison, sur le plan global, il est à 9000 unités Bovis. C'est Ça ça. m'est arrivé D'accord. d'intervenir sur des maisons où il y avait un taux vibratoire global qui était à 2500 unités Bovis. Et par contre, il y avait une pièce qui était super bonne, elle était à 15 000 unités Bovis. Ouais. Donc, si je mesure le taux vibratoire uniquement dans cette pièce, je dis, ouais, c'est pas mal. Mmh. Mais en fait, ça ne reflète pas l'état de santé du lieu. C'est ça. D'accord. Ok. Et vous avez bien fait de retirer votre offre parce que même si, le puits est sec, même si le robinet ne coule plus, etc., les galets des Elle garde la rivières, mémoire. Mmh. bien sûr, Voilà. et Bien elles sûr. continuent à véhiculer la mémoire C'est puisque ça. certains lieux de culte qui ont été construits sur des endroits où il n'y avait pas d'eau, les bâtisseurs ont amené des galets des rivières qu'ils ont mis sous les lieux de culte, en Fondation. prenant bien soin de les mettre dans le même sens qu'ils étaient positionnés dans la rivière, pour recréer en fait l'énergie de l'eau. Mmh. Excellent. Excellent. Ah, c'est excellent. Hein. Excellent. Pascal, une Oui. question de Raoul et Clarence. Quelle influence peut avoir l'eau qui est sous Grenoble sur ses habitants? Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'harmoniser des appartements, des maisons sur Grenoble. Effectivement, on retrouve de l'eau partout, à plus ou moins grande profondeur. L'eau sous Grenoble, elle est plutôt stagnante. Donc, il y a des endroits sur Grenoble qui sont plutôt pas mal, puisque l'eau stagnante a beaucoup moins d'effet sur le plan magnétique que l'eau qui court, puisqu'il y a moins de frottement au fond, sur la roche, sur les pierres, etc. Il peut y avoir des remontées négatives si l'eau est putréfiée. Et là, on a ces remontées de putréfication qui peuvent arriver dans les appartements. Et certains lieux de Grenoble sont beaucoup plus putréfiés, on va dire, que d'autres, notamment toute la région de l'île verte. Et je vous laisse deviner pourquoi c'est pas terrible ce qu'il y a dessous. Ah oui. Ouais. Et la question subsidiaire, c'était, merci pour la réponse, est-ce qu'on peut remédier à ça? Je veux dire, puisque là, vraiment, on a l'impression que sous Grenoble, enfin, moi j'avais entendu dire que c'était des anciens marécages et qu'il y avait de l'eau vraiment. On voit hein, dès qu'il y a des chantiers, tout de suite il y a de l'eau, on trouve de l'eau Ça très vite. remonte, oui, bien sûr. Oui, oui, Voilà. oui. Et donc, du coup, nous, on a l'impression qu'il y a une certaine agressivité, peut-être aussi. Ouais. On se demandait si ça pouvait être une conséquence de la présence de cette eau. Une conduction de l'agressivité dans tout Grenoble par l'intermédiaire de la nappe. C'est une question qu'on se posait. On a cette sensation-là. Effectivement, on peut se poser la question et j'ai pas encore fait suffisamment de maisons ou d'appartements sur Grenoble pour savoir si il y a certains quartiers où il y a moins d'agressivité que dans d'autres quartiers. Mais ça serait intéressant, oui, que je commence à avoir quand même fait pas mal de boulot et je sais à peu près les endroits qui sont meilleurs que d'autres. Et il faut que je fasse effectivement une analyse pour voir un peu si sur le plan agressivité, ça a des répercussions. Sans doute que oui, puisque les quelques appartements, maisons que j'ai pu harmoniser autour du quartier de l'île verte,
les gens, alors, ils n'étaient pas agressifs, mais l'état dans lequel ils étaient aurait pu provoquer de l'agressivité. Oui, les tensions. Nous, on est vers l'Aigle, entre Saint-Bruno et le Courgeon Jaurès, l'Aigle. Oui, je vois. Okay. C'est aussi un quartier qui est très électrique. Voilà. Oui, c'est très électrique là-bas aussi. Alors, pas que pour des questions d'eau, mais il y a aussi beaucoup de nuisances électromagnétiques artificielles liées à toutes les antennes qu'ils ont pu mettre autour de la gare et autour d'Europol et autour de tout ce qui s'y passe, quoi. Donc là, pour s'en protéger, il faut effectivement les pierres, toutes oui, ces les pierres, après… des organes aussi. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a d'autres moyens, on va dire, plus onéreux, mais beaucoup plus techniques. Il y a des peintures au plomb qui protègent, il y a des rideaux, etc. Mais ça demande vraiment une étude particulière. Et on fait ce type d'études pour des gens qui sont vraiment électrosensibles et qui sont encore sur les villes et qui ont besoin de se protéger, quoi. Voilà. Après, nous, effectivement, à notre niveau à nous, on peut mettre en œuvre des mesures plus simples pour essayer de se protéger et de faire en sorte qu'elles absorbent tout ça. Déjà, ce que je peux vous inviter à faire, notez-le, vous allez sur le site Carto Radio. J'espère que… Carto Radio. Donc, c'est le site qui recense toutes les antennes qu'il y a en France. Wow. D'accord. Carto Radio. D'accord ? Vous allez sur le site, vous tapez votre adresse, et là, vous allez voir toutes les antennes qui apparaissent autour de vous. D'accord, 5G, 4G. Vous savez tout. Ouais. D'accord. Vous avez même la distance qui vous sépare de l'antenne. Très bien. Oui, parce que j'ai vu qu'ils ont des antennes qui ne sont pas toujours visibles. Maintenant, ils les déguisent en cheminée. Ils les cachent. Voilà, ils les cachent. Pour éviter les commandos, j'imagine. Oui, et puis pour éviter de faire peur aux gens, quoi. Parce que ça commence un peu à savoir quand même maintenant. Ouais. Pascal. Bon, merci beaucoup. Et avec plaisir. Pascal, il y a Johan qui voudrait démarrer en géobiologie. Il te demande ton avis sur l'école de Chambéry. Et c'est l'avant-dernière question. L'école de Chambéry est une association, il me semble, ou alors c'est Deluzan qui ouvre une session là-bas. Il me semble que c'est ces deux-là. Donc l'école de l'association de géobiologie, j'ai essayé de prendre contact avec eux, je ne suis pas arrivé, donc je ne sais pas, je ne les connais pas. Et Deluzan, Alain Deluzan, je vous laisse le contacter et puis après on en discute. Bonsoir Cathy, j'ai une petite question. Quoi faire quand on sait qu'il y a une veine d'eau qui passe sous une chambre à coucher dans une maison qui vient d'être construite et qu'on ne peut pas trop tourner, à part tourner le lit, mais quand on n'a pas trop la possibilité, quoi faire? Alors, on peut intervenir en géobiologie, on peut barrer la veine d'eau. C'est-à-dire qu'on va faire un point d'acupuncture. Donc, si c'est une maison, c'est, on va dire, plus confortable puisqu'on peut faire le point d'acupuncture en dehors de la maison sur une lèvre de la veine d'eau et on va non pas, comme certains peuvent le prétendre, modifier le cours d'eau, mais simplement on va stopper la nocivité de l'eau. D'accord. Donc, on vient, on barre la veine d'eau, derrière vous passez, vous sentez l'eau, mais si vous essayez de vous connecter à la nocivité de l'eau, vous n'avez plus rien. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par un point d'acupuncture? Eh bien, en fait, ce que je vous donne là, c'est vraiment technique. Donc, vous pouvez essayer si vous voulez, mais il faut trouver la veine d'eau déjà. Il faut regarder le sens de la veine d'eau. Oui. Une fois que vous avez trouvé le sens de la veine d'eau, il faut savoir s'il faut barrer en amont ou en aval. D'accord. Et une fois que vous avez la réponse, il faut revenir donc soit en amont, soit en aval sur la veine d'eau, trouver ce que j'appelle moi la première lèvre
de la veine d'eau, donc la porte d'entrée, vous allez rentrer sur la veine. Donc, trouver les deux lèvres. Encore tester et savoir sur quel côté il faut barrer, puisque en fait, vous avez toujours un côté positif, un côté négatif. Et une fois que vous avez trouvé le côté qu'il faut barrer, là, soit vous prenez un pieu assez lourd, assez gros, et vous l'enfoncez dans la terre, mais encore une fois, pas à coup de marteau, hein. On l'enfonce dans la terre de cette manière-là. Alors, quelquefois, on est obligé, avec une perceuse portative, de faire un pré-trou, mais on le fait très délicatement pour ne pas désinformer, pour ne pas perdre l'information de ce qui se passe sur le plan tellurique. Parce que sinon, si on tape ou si on fait un trou au marteau-piqueur, là, on envoie une vibration terrible et là, on a perdu toutes les informations dont on a besoin sur le plan tellurique pour 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce que ça revienne. D'accord. Donc, et une fois qu'on a fait ça, soit on prend un pieu, soit on va chercher une pierre très très lourde et on va la poser sur la veine et après on reteste. D'accord. Voilà les techniques que je peux vous donner comme ça. D'accord. Bon, Voilà. merci beaucoup. Sachez que j'ai Oui. testé, juste Joachim pour finir, donc je barre des veines d'eau régulièrement et le travail le plus significatif que je veux vous donner pour clôturer à titre d'exemple, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, je suis intervenu sur un appartement en rez-de-jardin avec un gamin de 2 ans et demi qui dormait très très mal depuis la naissance. Bon, j'ai travaillé dans l'appartement, etc. Mais la finalité du travail pour vraiment qu'il soit dans un sommeil parfait, c'est quand, puisque on n'arrivait pas à barrer la veine d'eau à l'intérieur de l'appartement, et c'est quand j'ai eu l'autorisation de barrer à l'extérieur, c'était dans une copro, donc il a fallu demander l'autorisation. Et là, tout le monde en a profité, hein, beaucoup. Hein. Donc, quand j'ai barré la veine d'eau à l'extérieur, dans le terrain, 3 jours après, les parents m'ont appelé pour me dire il dort. Oh, c'est génial. Voilà. Et ça, c'est une fois pour toutes. Je veux dire, c'est terminé, on fait une action, c'est fini. C'est action à vie et sans effet secondaire pour les occupants. D'accord. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Pascal. Je vais fermer Merci à vous. Je vais fermer la conférence. Je vais mettre les coordonnées de Pascal si vous avez des questions à lui poser en direct. Et puis, merci, grand, et à bientôt. Oui, juste pour finir, Joachim, si tu me laisses juste 2 secondes, juste une petite information. Bon, j'en ferai d'autres plus tard, mais s'il y a des gens qui sont disponibles dimanche, j'organise au Jardin de Malissol à Vars une journée découverte de la géobiologie où on va manipuler baguettes, pendules, on va apprendre à développer son ressenti. Voilà. Donc la journée, à quelle heure? 60 €. La journée, ça coûte 60 €. On commence à 9 h du matin et on finit à 17 h 30. Et on emmène son pique-nique pour partager tous ensemble. Merci. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mon mail, mon téléphone. Vous prenez contact avec moi et on en discute. Il me reste quelques places. Super. Au revoir. Bonne soirée. Merci à vous tous. À bientôt. Bonne soirée.